La troisième guerre mondiale pourrait être imminente. Mais alors que la plupart des nations se préparent au pire, une poignée de pays ont réussi à éviter la guerre complètement. Certains sont coincés entre des voisins superpuissants et dangereux, d'autres sont tellement isolés et montagneux que personne ne prend la peine de les envahir. Et quelques-uns n'ont même pas d'armée, mais restent tout de même en sécurité. Comment est-ce possible ? Aujourd'hui, dans des Infographics Show, découvrez les pays n'ayant jamais fait la guerre. Numéro 10. Le Liechtenstein. Indépendant depuis 1866, n'a jamais participé à une guerre. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'elle ne fait que 62 miles carrés, et compte une population de 40 000 habitants. Elle fait la moitié de la taille de Dublin, et compte moins d'habitants que Burlington, Vermont. La plupart des pays ignoraient de son existence. Le Liechtenstein, en tant que principauté, existe depuis 1719. Il est situé entre l'Autriche et la Suisse. Bien qu'il soit resté principalement à l'écart, il n'a été impliqué que dans une seule guerre. Cependant, il n'a vraiment rien fait à part revenir chez lui avec un soldat supplémentaire. La guerre austro-prussienne de 1866 est parfois appelée la guerre civile allemande. La plupart des États européens soutenant l'Autriche, le Liechtenstein a vu tout le monde rejoindre le combat, et a eu peur de rater quelque chose. Ils ont pensé qu'ils allaient enfin essayer cette histoire de guerre, mais à l'époque, le Liechtenstein était encore plus petit qu'aujourd'hui. Après toute cette préparation, ils n'ont envoyé que 80 soldats à l'effort de guerre. Et par combattre, on veut dire garder un col de montagne. Les soldats se sont postés devant le col du Brenner, à la frontière austro-italienne, et y sont restés. Ils devaient seulement surveiller l'arrivée de soldats italiens, qui ne sont jamais venus. Selon les récits de l'époque, les 80 soldats du Liechtenstein n'ont pas vu beaucoup d'action. Ils préféraient fumer, boire du vin et admirer le paysage, comme les touristes en Europe aujourd'hui. Après 5 semaines, la guerre était terminée, et le Liechtenstein était du côté des perdants, mais il ne leur est vraiment rien arrivé. Ils sont donc rentrés chez eux, et 81 soldats sont arrivés. Oui, 81. Ils avaient recruté un autre gars en route. Les avis diffèrent sur sa nationalité, autrichienne ou italienne, et nul ne sait pourquoi il les a rejoints. Mais ils ont au moins gagné un ami. Le Liechtenstein a tout de même été en quelque sorte envahi. Et pas par un empire en maraude, mais par le dernier pays auquel on s'attendrait, la Suisse, réputée pour sa neutralité. Des soldats suisses ont traversé le Liechtenstein 6 fois en 100 ans. Même sans intention, une armée franchissant votre frontière reste théoriquement une invasion. En 1968, 5 obus d'artillerie sont tombés sur des chaises extérieures d'une station de ski du Liechtenstein, énervant les serveurs qui fermaient. En 1976, 75 soldats suisses ont accidentellement tourné à gauche et sont entrés au Liechtenstein, puis ils se sont simplement arrêtés pour boire un verre avec les habitants avant de retrouver leur chemin. En 1985, d'autres missiles ont accidentellement causé un incendie en forêt. Cette fois, le Liechtenstein a exigé réparation. En 1992 et 2007, davantage de soldats suisses se sont encore perdus et sont arrivés au Liechtenstein. L'armée suisse n'est pas toujours aussi incompétente, comme vous le verrez. En attendant, partons vers l'Atlantique. Numéro 9. L'Islande n'a pas d'armée permanente depuis 1869. N'ayant jamais déclaré la guerre, beaucoup la voient comme un pays sans conflit, ce qui est presque vrai. L'Islande a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale par la Grande-Bretagne et les États-Unis, à sa propre demande. Même si l'Islande était neutre durant la Seconde Guerre mondiale, Hitler ne respectait pas vraiment les frontières neutres. Le Royaume-Uni a déployé des troupes en 1940 pour empêcher une occupation allemande. En 1941, l'Islande a demandé aux États-Unis d'occuper également l'île. En échange, ils ont accordé aux États-Unis certains accords commerciaux. L'Islande a aussi connu les guerres de la morue avec le Royaume-Uni, qui étaient aussi absurdes qu'elles en ont l'air. Plus surprenant, l'Islande, pays sans armée, et d'environ 392 000 habitants, a battu l'ancienne Miss le Soleil, ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Les guerres de la morue furent des conflits sur les droits de pêche entre 1958 et 1976. Tout a commencé quand l'Islande a élargi son territoire côtier de 3 à 4 milles nautiques. Déjà frustré de ne pas pouvoir pêcher dans les eaux islandaises, le Royaume-Uni a répliqué en interdisant l'accès des ports britanniques aux navires islandais. L'Islande a redoublé d'efforts, en étendant ses droits de pêche à 12 milles nautiques à partir du littoral, et c'est ainsi qu'a commencé l'un des conflits les plus absurdes du monde. Hormis quelques collisions de navires, le conflit n'a pas vraiment dégénéré. Eh bien, mis à part le fait que l'Islande ait rompu toutes ses relations diplomatiques avec le Royaume-Uni à un moment donné,
De nombreux pays européens pensaient en réalité que l'Islande exagérait. Ils les ont exhortés à reculer. Mais l'Islande dépendait fortement de la pêche, et elle n'allait certainement pas céder. 4 conflits ont eu lieu, mais l'Islande s'est toujours affirmée sans jamais reculer. Les dirigeants ont mentionné l'accord de défense de 1951 avec les États-Unis, prêts à l'utiliser si la situation dégénère. L'accord stipulait que les États-Unis pouvaient installer des bases en Islande, et, en échange, ils offriraient une protection à ce petit pays insulaire. En raison de l'entêtement de l'Islande, la communauté internationale et le Royaume-Uni ont cédé, mettant fin aux guerres de la morue. Depuis, l'Islande n'a combattu que les Instagrammeurs envahissant ses côtes. Malgré tout ce drame, une seule personne est décédée lors des guerres de la morue. En 1973, Halldor Halfresen réparait la coque d'un patrouilleur endommagé par une frégate britannique quand il a été électrocuté par accident. Dans l'ensemble, l'Islande était restée calme, sauf lors des éruptions du volcan local. À ce propos, la géographie d'un pays peut vraiment contribuer à y promouvoir la paix. Numéro 8. Aujourd'hui, le Bhoutan paraît paisible et discret, avec une forte tradition bouddhiste. Il mesure le bien-être de la population avec un indice de bonheur national brut. On dirait le professeur de yoga local des pays. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Le Bhoutan a en fait été envahi par le Tibet. Le Tibet a tenté d'envahir plusieurs fois dans les années 1600, après la fondation du Bhoutan en 1616. Mais chaque tentative a échoué. Le dernier conflit est survenu 2 siècles plus tard, lors de la guerre du Douar de 1864-1865. Le Bhoutan a mené des raids transfrontaliers. La Grande-Bretagne, avec ses penchants impérialistes, a pris ces raids comme prétexte pour déclarer la guerre. Le Bhoutan a ainsi perdu 1/5 de son territoire, mais reste aujourd'hui la nation la plus pacifique d'Asie du Sud. Pourquoi si peu ont tenté d'envahir ? C'est un pays enclavé, peu riche en ressources, situé au sommet de l'Himalaya. Vous voyez cette chaîne de montagnes qui tue parfois ? Oui, celle-là. L'altitude moyenne du pays est d'environ 3300 mètres. Vous verrez bientôt que c'est un thème récurrent. Un petit pays montagneux sans ressources peut éviter la plupart des guerres s'il le veut. Le Bhoutan maîtrise la diplomatie, logique quand on est entre la Chine et l'Inde. Le Bhoutan s'est historiquement surtout tourné vers l'Inde. En 1949, le Bhoutan signe un traité laissant l'Inde guider sa politique étrangère. En résumé, le Bhoutan dépendrait de l'Inde pour sa protection. Renégocié en 2007, ce traité a donné au Bhoutan l'autonomie totale sur sa politique étrangère. Cependant, les deux pays continuent de coopérer étroitement. Le Bhoutan dépend de l'Inde pour la formation militaire, l'équipement et la protection. Protection contre qui ? La Chine. Même si le Bhoutan a été envahi par le Tibet dans un passé lointain, Pékin ne suit pas vraiment la règle de l'ennemi de mon ennemi aider mon ami. Mais le Bhoutan ne compte pas seulement sur l'Inde, et agit pour éviter la détérioration de ses relations avec la Chine. Il reconnaît la politique d'une seule Chine, considère le Tibet et Taïwan comme chinois, et préfère rester silencieux quand la situation se tend. C'est ce qui s'est produit pendant la crise de Daklam en 2017. Presque tous les pays asiatiques avaient rejoint l'initiative La Ceinture et la Route, sauf le Bhoutan et l'Inde. Quand des ingénieurs chinois ont commencé à construire une route sur le plateau de Doklam, revendiquée par la Chine et le Bhoutan, la situation s'est vite tendue. Le Bhoutan a géré la situation avec tact. Ils ont averti l'Inde de l'arrivée soudaine de la Chine. Puis les troupes indiennes ont bloqué les équipes chinoises. Le Bhoutan a donc évité une nouvelle guerre en laissant les deux géants régionaux régler leurs différends, restant à l'écart. Le Bhoutan n'est pas seul à préserver la paix par la diplomatie. Le prochain pays dont nous parlerons excelle dans ce domaine. Numéro 7. Saint-Marin, situé en Italie, se dit la plus ancienne république, fondée en 301 après Jésus-Christ. Plus de 17 siècles de paix, c'est impressionnant. Saint-Marin a réussi à éviter les conflits avec une chance qui tient presque du miracle. Même Napoléon est venu ici et a refusé d'envahir, proposant même d'offrir à la petite république des terres déjà conquises. Mais Saint-Marin, jugeant cette histoire de guerre trop compliquée, a poliment refusé. En signe de reconnaissance, Napoléon a tout de même offert à la nation une cargaison de foin et un statut d'exonération fiscale. Pourquoi était-il un si grand admirateur de Saint-Marin ? Cela se résume au fait que Napoléon appréciait vraiment l'homme à la tête du pays, le régent de Saint-Marin nommé Antonio Onofri. Les dirigeants de Saint-Marin excellent en diplomatie, ce qui profite à un pays voulant éviter les guerres. Onofri est devenu ami avec Napoléon, ce qui était plutôt facile. Onofri était déjà ami avec le pape Léon XII et les dirigeants des principaux pays européens. Il avait un talent pour les mots.
En somme, Onofri, et donc Saint-Marin, était le plus sympa de la fête. Il était amical, discret, et personne ne l'embêtait en retour. Après les guerres napoléoniennes, l'Italie a changé avec l'unification. Si Saint-Marin devait être envahi ou en conflit, c'était à ce moment-là. Tous les États italiens étaient réunis sous Giuseppe Garibaldi, et Saint-Marin se trouvait en plein milieu du nouvel État italien. En 1849, encerclé par les Autrichiens, Garibaldi trouva refuge à Saint-Marin. La petite nation voulait aider, sachant que cela pourrait lui servir plus tard. Ils l'ont donc aidé à se cacher. Lorsque le royaume d'Italie fut finalement formé sous Garibaldi, le nouveau dirigeant n'oublia jamais ce que Saint-Marin avait fait pour lui. Il a reconnu leur souveraineté et laissé Saint-Marin avancer en paix. La nation a de nouveau conservé son statut sans conflit en jouant le rôle du bon gars, Saint-Marin. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le pays qui l'entourait était devenu un État agresseur fasciste et que tout le monde s'entretuait, Saint-Marin a réussi à rester en dehors de tout cela. Comment ce petit pays reste-t-il si souvent irréprochable ? Le mot « petit » pourrait être la clé. Saint-Marin couvre seulement 23,6 miles², soit moins que Washington, district de Columbia. Il s'agit d'une forteresse perchée sur une montagne. Environ 17% de ces terres sont cultivables, sans ressources précieuses, ni pétrole, gaz ou minéraux attirant des envahisseurs. De plus, il est entièrement entouré par l'Italie. Il n'y a aucune route commerciale internationale qui le traverse, et contrôler Saint-Marin ne vous permettrait que d'aller de l'Italie à l'Italie. Ce petit pays a sans doute la deuxième meilleure raison de dire qu'il n'a jamais été en guerre. Mais qui est le premier ? Vous verrez plus tard. En attendant, il y a un pays plus célèbre que Saint-Marin pour sa paix, qui n'est peut-être pas aussi exempt de conflits qu'on le pense. Numéro 6. Malgré sa neutralité, la Suisse apprécie beaucoup les armes à feu. Elle a l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés, avec 28% habitants. Cela représente 2 à 3 millions d'armes en circulation, plaçant le pays derrière les États-Unis et le Yémen. Le taux élevé de possession d'armes s'explique par l'absence de soldats suisses à plein temps. À la place, elle enrôle les hommes pour une formation militaire dès qu'ils deviennent éligibles à l'âge de 18 ans. Ils doivent finir leur formation avant 25 ans, mais choisissent quand la faire durant cette période. Les femmes ont également la possibilité de s'engager, mais elles ne sont pas enrôlées de force. Après la formation, les soldats retrouvent leur vie et carrière habituelle. Mais ils peuvent être rappelés à tout moment pour reprendre le service. Donc, la Suisse n'a peut-être pas d'armée permanente, mais elle dispose d'une armée de citoyens soldats très bien entraînés, qui n'a pas été mobilisée depuis des siècles. La Suisse a participé à de nombreuses guerres avant de devenir le pays le plus neutre du monde. La dernière a pris fin en 1815. En 1798, les troupes révolutionnaires françaises envahissent la Suisse et instaurent une république helvétique centralisée. Cela a alors poussé les Autrichiens et les Russes à riposter en envahissant eux aussi la Suisse. La pauvre Suisse s'est retrouvée prise au milieu. Après plus d'une décennie de combats, tout le monde était épuisé et ils voulaient simplement rentrer chez eux. Au congrès de Vienne, la Suisse est proclamée neutre, un concept apparu dans le traité de Westphalie. En 1648, il émane de Wahi. Et ce n'était pas seulement l'idée de la Suisse. Les grandes puissances européennes étaient toutes d'accord. Pourquoi ? La Suisse est située en plein milieu d'un tas de pays européens qui aiment se tirer dessus. La France, l'Autriche et les États alors fragmentés d'Italie et d'Allemagne ont tous reconnu la même chose. La Suisse se trouvait en plein milieu, parfaitement placée pour servir de tremplin à l'invasion de n'importe lequel de ses puissants voisins. Cela dit, les Suisses n'étaient pas exactement des proies faciles comptant sur la gentillesse des étrangers. Les Alpes suisses rendent l'invasion très difficile. Même si la France a réussi, ce fut difficile. De plus, la formation militaire de chaque citoyen complique toute invasion. Il y a eu une brève lutte interne appelée la guerre du Sonderbund, en 1847, mais rien depuis. La neutralité concerne non seulement la politique étrangère suisse, mais aussi l'unité nationale. La Suisse donne souvent l'impression d'être moins une nation unie qu'une coalition de cantons et de personnes ultra efficaces. La neutralité permet aux francophones, germanophones et italophones vivant ensemble d'avoir une politique étrangère commune. Elle empêche également le genre de conflit interétatique, qui pourrait diviser la population si un camp soutenait une guerre et que l'autre s'y opposait. La Suisse est également restée célèbrement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, traitant à la fois avec l'Axe et les Alliés. Mais cette neutralité a coûté à sa réputation. Le pays est devenu connu comme le centre bancaire de l'or nazi, et il ne s'est pas vraiment posé de questions gênantes sur la provenance de cet or.
En fait, la Suisse en a acheté pour environ 1,7 milliard de dollars, donc sa réputation n'était pas totalement imméritée. Y a-t-il une part de vérité dans l'idée que les pays évitent d'envahir la Suisse parce que les dirigeants mondiaux et les riches y cachent leur argent? En 2024, les banques privées suisses géraient près de 4,24 billions de dollars d'actifs. C'est à peu près la taille de l'ensemble de l'économie japonaise, la 4e plus grande au monde. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Ce pays riche s'en est aussi très bien sorti. Numéro 5. Niché entre la France et l'Espagne, l'Andorre a échappé aux guerres durant des siècles, bien qu'entouré de 2 puissances impériales souvent en conflit. La principauté d'Andorre a été fondée en 1278 bien qu'elle ait existé sous d'autres formes, et n'ait jamais été envahie. C'est Spatiti. Située dans une zone difficile d'accès des Pyrénées, elle est devenue une route de contrebande prisée entre la France et l'Espagne. L'altitude moyenne du pays est d'environ 2000 mètres, et pour couronner le tout, il ne possède presque aucune ressource naturelle. Alors vraiment, pourquoi quelqu'un s'en soucierait-il? Cela ne veut pas dire que les Andorrans sont démunis. Ils font partie des pays les plus riches du monde. En 2025, le revenu par habitant dépasse 69 000 $, parité de pouvoir d'achat, soutenu surtout par le commerce et la banque. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été rapporté que l'Andorre avait déclaré la guerre à l'Allemagne, mais c'était plutôt un geste symbolique, car l'Andorre n'a en réalité envoyé personne combattre. Après tout, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pratiquement pas participé au conflit qui anéantissait le reste de l'Europe. Ils étaient si éloignés des événements qu'à la signature du traité de Versailles, en 1919 mettant fin à la guerre, l'Andorre a été totalement oubliée, tout comme elle-même. La paix avec l'Allemagne n'a été déclarée qu'en 1958, Ils ont connu l'époque du jazz, la montée du fascisme, laissé éclater une autre guerre mondiale, observé la guerre de Corée, avant de réaliser qu'il faudrait peut-être mettre fin au conflit avec l'Allemagne, auquel ils n'avaient jamais vraiment pris part. Outre le manque de ressources naturelles et l'altitude, qu'est-ce qui protège l'Andorre d'une invasion? La réponse réside dans les traités avec l'Espagne et la France. Parmi eux figure le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération de 1993. Les Andorrans sont aussi prêts à se battre. Selon la National World Survey of Values, 57,5% des Andorrans, soit environ 47 000 personnes, seraient prêts à prendre les armes pour leur pays. D'autres pays, qui n'ont techniquement jamais été en guerre, connaissent tout de même certains mouvements séparatistes pour l'indépendance. Numéro 4. Même les îles du Pacifique les plus isolées ont connu la guerre, sauf le Vanuatu souvent cité comme exception. C'était en partie vrai, mais la réalité était plus complexe. Le Vanuatu servit de base militaire aux Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. On peut encore voir les vestiges des bases navales, aériennes et du matériel abandonné sur l'île. Le Vanuatu n'a jamais envoyé ses hommes à la guerre, bien que certains aient travaillé dans le corps de main-d'œuvre chargé du soutien logistique autour de la base. La seule fois où il s'est même légèrement engagé dans un conflit après cela, c'était pendant les guerres du cocotier en 1980, qui était moins une guerre qu'un bref mouvement, ou une déclaration d'indépendance, ayant duré 12 semaines. Pour comprendre les guerres du cocotier, il faut comprendre comment le Vanuatu était gouverné. De 1906 à 1980, il était administré conjointement par le Royaume-Uni et la France. En juillet 1980, le pays se préparait à l'indépendance. Jimmy Stevens a mené un mouvement réclamant l'autonomie locale et un retour aux traditions. Son objectif principal était l'indépendance totale d'Espiritu Santo au Vanuatu, soutenue par les Français, et curieusement par des libertariens américains. Il a proclamé Espiritu Santo République indépendante de Wemerana. Les Britanniques ont réagi, et le futur gouverneur du Vanuatu a sollicité l'aide de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le conflit risquait de devenir un désordre international. Quelques semaines après le début du conflit, la mort du fils de Stéphane l'a poussé à mettre fin à la guerre. Très peu de victimes, 4 morts et 12 blessés selon certaines sources. Pourquoi l'appeler la guerre de la noix de coco? Les partisans de Stéphane bloquèrent les routes avec des noix de coco. On utilise ce qu'on a sous la main. Bien qu'il y ait eu des menaces d'intervention internationale, ce conflit était interne, d'où l'affirmation de certains que le Vanuatu n'a jamais connu la guerre. Nous espérons que cela n'arrivera jamais, car le prochain pays pacifique commence à craindre ses voisins. Numéro 3. Un autre pays sans armée permanente, le Costa Rica est connu pour ses plages et ses forêts tropicales, ainsi que comme importateur d'occidentaux en quête de spiritualité et exportateur de tatouages Pura Vida.
Le Costa Rica a supprimé son armée en 1949 après 44 jours de guerre civile et 18 mois de régime militaire. Le dirigeant ayant imposé le régime militaire a ordonné l'abolition de l'armée, ce qui est rare après une prise de pouvoir militaire, mais ici ce n'est pas exactement le cas. Alors revenons en arrière et voyons ce qui s'est passé. Entre 1940 et 1948, le président Rafael Caldrón Guardia a lancé plusieurs réformes sociales. Elles étaient très appréciées de certains groupes et très mal vues par d'autres. Mais en février 1948, il a perdu sa réélection. Mais Guardia était mauvais perdant. Alors il a ordonné au Congrès d'annuler la défaite et a continué à gouverner comme si de rien n'était. Mais José Figueres Ferrer, un cultivateur de café qui avait en fait remporté l'élection, n'allait pas laisser passer ça. Il a formé l'armée de libération nationale et combattu le gouvernement pour revendiquer sa légitimité comme dirigeant du Costa Rica. Il a ensuite dirigé une junte provisoire pendant 1 an et demi pour mettre en œuvre toutes les réformes souhaitées. Ferrer allait-il vraiment revenir sur tout ce que Guardia avait fait? Non. Dans un geste qui a surpris presque tout le monde, Ferrer est allé encore plus loin avec les réformes sociales de Guardia. Il a nationalisé les assurances et banques, instauré le vote des femmes et la citoyenneté pleine aux Costaricains d'origine africaine. Après avoir fait progresser le Costa Rica, il a choisi d'investir l'argent public dans l'éducation et la santé, plutôt que dans une armée permanente. Il pensait à long terme et pragmatiquement, contrairement à la plupart des autres politiciens. Une armée permanente bien financée pourrait menacer les futurs gouvernements démocratiques, des coups d'État ayant déjà eu lieu auparavant. Le 1er décembre 1948, Ferrer annonça par discours l'abolition immédiate de l'armée. Cela a dû être populaire, puisque Ferrer a encore été président de 1953 à 1958, puis de 1970 à 1974. Depuis, le Costa Rica s'est tourné vers le tourisme, le surf, la culture du café et l'éloignement des conflits. Cependant, le Costa Rica n'est pas sans défense. En 1947, il a signé le traité interaméricain d'assistance réciproque, qui prévoit que si un membre est attaqué, les autres doivent l'aider. Cela inclut le pays à l'armée la plus puissante, les États-Unis. Mais qui voudrait faire la guerre au Costa Rica? Son voisin, le Nicaragua, taquine le Costa Rica depuis des années. En 2010, un petit conflit appelé la guerre de Google Maps a opposé les deux. Le Nicaragua a déployé des troupes à la frontière du fleuve San Juan pour lancer des opérations de dragage, mais il y avait un problème. Le territoire était en fait au Costa Rica, mais le Nicaragua croyait qu'il leur appartenait, à cause d'une erreur de Google Maps. La confusion a été résolue, mais ce n'était qu'un incident de plus qui a exaspéré le Costa Rica envers son voisin. Le régime autoritaire et répressif du Nicaragua a forcé des centaines de milliers de personnes à chercher refuge à l'étranger. Cela met non seulement la pression sur les ressources du Costa Rica, mais aussi sur sa relation avec son voisin. Et espérons que le Costa Rica reste à l'abri des conflits. Peut-être serait-ce plus facile sans voisin. Numéro 2. Cela pourrait être contesté, car la France et la Grande-Bretagne se sont souvent disputé le contrôle de l'île Maurice, qui est restée paisible. Les Français dominaient l'île depuis 1715 et s'en servaient de base navale dans l'océan Indien. La Grande-Bretagne, contrôlant l'Inde, n'aimait pas que son ennemi ait une base régionale, surtout après le début des guerres napoléoniennes. Ainsi, en 1810, les deux puissances se sont affrontées pour l'île afin de déterminer qui la contrôlerait une bonne fois pour toutes. Bien sûr, l'autonomie de l'île Maurice n'était pas envisageable. Après une grande bataille navale, les Britanniques ont débarqué sur l'île et vaincu définitivement les Français. Avec une population d'1 million d'habitants et une économie florissante, l'île se porte plutôt bien depuis son indépendance en 1968 tellement bien qu'elle n'a jamais pris la peine de créer sa propre armée. Le pays consacre seulement 0,3% de son produit intérieur brut à la défense, surtout pour la police et la garde côtière. Après des décennies de conflits entre Français et Britanniques, et l'utilisation de Maurice comme base aérienne par le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, Maurice en a eu assez. Alors, comment Maurice se protège-t-elle aujourd'hui? Étant située à 800 km à l'est de Madagascar, au cœur de l'océan Indien, elle n'a pas eu à s'inquiéter de son voisinage proche. Mais elle maintient aussi des liens étroits, avec d'autres pays pour être tranquille. L'île Maurice reçoit une formation antiterroriste des États-Unis, et sa garde côtière entretient une relation spéciale avec la marine indienne. Mais cela ne signifie pas que l'île Maurice n'a pas eu de problème. En 1968, le pays a brièvement connu des émeutes ethniques entre créoles et indo-mauriciens. Des émeutes similaires ont duré 4 jours en 1999, après la mort du chanteur créole Kaya en garde à vue. Un désaccord persiste depuis longtemps avec le Royaume-Uni sur la souveraineté des îles Chagos.
Mais ce ne sont que des broutilles, comparées à ce qui se passe dans la plupart des pays. L'école du climat de Columbia a étudié pourquoi l'île Maurice est relativement paisible. Ils ont conclu que le pays privilégie le rapprochement religieux et culturel, et que les normes encouragent à éviter la confrontation. C'est une politique opposée à celle de New York. Le fait que le gouvernement soit une démocratie complète qui offre un solide filet de sécurité sociale aide probablement aussi. En 2020, lorsque l'Institut pour l'économie et la paix a examiné l'état du monde et l'a trouvé effrayant, Maurice était l'un des 4 seuls pays exempts de conflits internes et internationaux en cours. C'est le pays africain le mieux classé sur l'indice mondial de la paix, et aussi sur l'indice de la paix positive. Bravo Maurice, garde-nous une place pour les prochaines années, s'il te plaît. Ce qui nous amène au pays le plus pacifique du monde, celui qui, selon toutes les définitions, n'a participé à aucune guerre. Premièrement, la cité du Vatican ayant à peine plus de 800 habitants, la plupart membres de l'Église catholique, possède-t-elle réellement une armée utilisable? En quelque sorte, le plus petit pays du monde est protégé par la garde suisse. Pour les vrais catholiques, il a aussi une protection divine. La garde suisse compte 135 officiers et soldats pour protéger le pape et les résidents du Vatican. Ils doivent être des hommes, célibataires, catholiques pratiquants, citoyens suisses, âgés de 19 à 30 ans et mesurer au moins 1,73 m, ce qui ressemble aux critères d'une application de rencontre pour jeunes filles catholiques suisses. Ils doivent réussir des examens médicaux, finir l'école de recrues suisse et s'engager 26 mois. Ensuite, ils effectuent pendant 2 mois de formation en lutte contre l'incendie, tir, autodéfense, et suivent des cours sur le Vatican et l'italien. La dernière utilisation réelle de la garde suisse remonte au 6 mai 1527. Ça fait un moment. Lors du sac de Rome, 147 d'entre eux sont morts en protégeant le pape Clément VII. Pour être juste, ils affrontaient 20 000 soldats du Saint-Empire romain germanique. Mais la garde suisse a assez retardé les troupes pour que le pape, escorté de quelques gardes, s'échappe avant d'être capturé peu après. 6 mois plus tard, il a été libéré, mais les membres de la garde suisse qui l'accompagnaient ont été tués. Cependant, la cité du Vatican ne dépend pas vraiment de la garde suisse pour se défendre contre des agresseurs étrangers. Depuis 1929, sa fondation, les accords du Latran l'ont reconnu comme État souverain. L'Italie a également clairement indiqué que toute attaque contre le Vatican serait considérée comme une attaque directe contre l'Italie. Puisque l'Italie est membre de l'OTAN, ce serait aussi une attaque contre l'OTAN. Et cela sans même compter les 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Toute nation attaquant la cité du Vatican s'attirerait immédiatement leur colère et une culpabilité à vie. Personne ne souhaite qu'un 6e de la population mondiale lui en veuille. Et puis, envahir une nation de prêtres relève de la malchance. Que vous croyiez à l'enfer ou non, pourquoi risquer? Quoi qu'il en soit, parmi ces pays, la cité du Vatican mérite le plus le titre de pays n'ayant jamais participé à une guerre. Certains pays sont restés hors des guerres, d'autres sont si fortifiés qu'aucune armée ne peut les atteindre. Regardez ces pays impossibles à envahir pour découvrir quelle nation personne ne veut affronter. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.